Give me more questions. Divine. Yes, I have done everything. Does blood turn you on? It does more than turn me on, Mr. Vader. It makes me come. And more than the sight of it, I love the taste of it. The taste of hot, freshly killed blood. Could you give us some of your political beliefs? Kill everyone now. Condone first-degree murder. Advocate cannibalism. Eat shit. Filth are my politics. Filth is my life. Take whatever you like. Gad. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde. Est-ce que t'as couché avec Mel Gibson? Sa bite, elle est grosse, je veux le savoir. Dis-moi juste si Mel Gibson, il a une grosse C'est bite. quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'entailles. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Gentlemen of the press, the verdict is death. But first, due to the magnitude of these capital crimes, these two people must be humiliated in front of the media. Use these pictures, gentlemen, and use them wisely. We have an example to set. Let the good people of this country know that they cannot fuck with Divine and get away with it. Let them know that we are indeed the filthiest people alive. Mr. Vader. Yes, Divine. Do you think that there are other filthy people in the world? I mean, is it now a cult? It is a very minor cult right now, Mr. Vader, but one that is growing and growing, growing faster than you can imagine. I will be queen one day, and my coronation will be celebrated all over the world. Do not forget, I am Divine. What a day for an execution! Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de notre intérimaire Jules Topoc qui viendra pour la fin d'émission et aussi pour le début d'ailleurs nous parler notamment de Philippe Grandrieux dont l'intégrale vient de sortir en DVD chez Shellac. Bonjour Jules Topoc. Bonjour à vous deux, bonjour. Et puis qui commencera d'ailleurs cette émission en nous parlant de John Waters dont la troisième partie d'une autobiographie vient de sortir chez Actes Sud, Monsieur Je sais tout, en sachant que les deux premières parties n'ont pas été traduites en français. On reviendra donc sur John Waters et puis au milieu de cette émission, Antonin nous parlera de Asphalt qui vient de sortir lui en DVD Blu-ray dans la collection de Monsieur Torret, un film des débuts des années 80 si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Ma date de naissance. Oh, c'est mignon. Hein. Alors justement, puisque tu en parlais juste avant qu'on démarre cette émission, visiblement aujourd'hui c'est notre anniversaire. Ouais. Je ne savais pas. Merci de moi non plus, me je viens de me rendre compte. Joyeux anniversaire à nous-mêmes parce que personne ne nous l'a souhaité. Donc c'est notre anniversaire. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les réseaux sociaux ne me rappellent pas que c'est l'anniversaire de quelqu'un, y compris le mien, j'ai tendance. Donc voilà, 15 ans quand même. 15 ans. On sort un petit peu de l'adolescence. On va commencer à aborder des sujets sérieux. Ça tombe très bien. Peut-être avoir une vie sexuelle aussi. Ah ouh là là. C'est un peu tôt quand même, excuse-moi, mais c'est un peu tôt. Faut attendre un peu la majorité. On démarre cette émission, si vous le voulez bien, donc avec John Waters. Je sais qu'Antonin, toi t'es pas forcément fan, moi non plus d'ailleurs, c'est pas la peine de le. Mais avant de revenir un peu sur le livre, et je pense que Jules pourra m'aider aussi. Moi, il y avait deux choses quand même qui m'intéressaient de dire sur John Waters. La première, c'est que j'ai quand même découvert assez tôt un film qui, moi, était une sorte de fantasme de cinéma. C'était Pink Flamingos, qui était un petit peu dans le... que je mettais un peu dans le même sac entre guillemets à l'époque que des films comme Massacre à la tronçonneuse ou des choses comme ça qui étaient les films un peu interdits justement et puis un peu cracra. Et c'est vrai que j'avais pas été déçu quand j'avais découvert Pink Flamingos qui date de début 70 lui aussi et qui est vraiment ce parangon du cinéma justement trash que John Waters a pu faire au début de sa carrière. Je suis beaucoup moins friand des autres d'ailleurs qu'il a pu faire à cette période-là, son cinéma underground avec Divine et qui voilà qui a des moments de folie qui sont évidemment très intéressants mais qui m'ennuient quand même légèrement.
Et je suis beaucoup plus intéressé, moi, par sa deuxième partie de carrière, finalement. Celle sur laquelle, d'ailleurs, il revient dessus dans ce livre Monsieur Je sais tout, qui démarre, je crois que c'est au moment de Polyester. Jules pourra peut-être me confirmer ou pas ça. Mais enfin, ça démarre vraiment son livre, justement, quand il essaye non pas de rentrer dans le moule hollywoodien, mais en tout cas quand il essaye de se faire produire par les studios et quand il essaye d'intégrer son univers particulièrement dégueulasse à un cinéma qui se veut justement non pas grand public encore, mais pas loin quand même. Et c'est vrai que moi c'est cette démarche un petit peu particulière, radicale de contrebandier, de cinéaste de contrebandier. Je pose la question, je ne sais pas si c'en est un exactement, mais qui m'intéresse plus dans sa carrière. Bah moi après moi je connais assez mal John Waters, c'est pareil, moi j'ai vu déjà il y a fort longtemps et je les ai jamais revus, les Pink Flamingos, Polyester et Desperate Living, mais dont je garde un super souvenir, mais c'est toujours des films sur lesquels j'ai pas trop envie de me replonger dedans, parce que je me dis bon, ça se trouve j'ai vu ça au bon âge, c'est-à-dire ado ou vraiment très jeune adulte, et peut-être que ça m'intéresserait moins. Et c'est vrai que c'est sa dernière période et ces derniers films m'incitaient pas vraiment à regarder ça. Après, j'en ai re-regardé un petit peu du coup pour préparer cette émission, et c'est vrai que même dans cette démarche de contrebandier, je le trouve moins bon. C'est vrai que j'ai trouvé les films, en tout cas que j'ai pu revoir, pas très intéressants, quoi. Et que ça soit Hairspray, que ça soit Serial Mother ou Cecil B. Demented, c'est vrai que moi il y a un côté au contraire pas contrebandier, je trouve, dedans, vraiment au contraire, ou vraiment le côté Freaks Power vraiment prenait le dessus. On n'avait pas vraiment un côté comme, moi je rapprocherais ça finalement, même si c'est des trucs un peu différents, mais de Tim Burton, enfin tout un cinéma des années 90 qui ont un petit peu valorisé comme ça les Freaks. Et il y avait aussi Greg Araki qui pouvait être un petit peu dans le même style, Tim Burton. Et là pour le coup, dans le cadre de Tim Burton, là on était vraiment dans un cinéaste de contrebande, parce que c'est quelqu'un qui a eu accès assez vite à un cinéma mainstream et qui était travaillé par une sorte d'amour presque fétichiste, et en tout cas un rapport très amoureux à des personnages au contraire assez portés par des valeurs subversives, et des fois des créatures pas très recommandables. Je pense à sa série Les Batman en particulier, avec une sorte de rapport au sadomasochisme assez amoureux, et qui créait un truc subversif. Moi, que ça soit dans les derniers John Waters et dans sa première période, je trouve qu'il y a un côté presque on va dire publicitaire à la frixitude, quoi, qui me gêne. Je le trouve un peu poseur là-dedans, en fait. Je vais laisser peut-être Topoc reprendre, mais je suis à la fois d'accord avec toi et en même temps, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que c'est vraiment un contrebandier ? Je pense qu'il y a une démarche différente de celle d'un Tim Burton. Je rapprocherais peut-être plus en effet d'un Greg Araki, encore que il me semble que la boussole morale en fait chez John Waters, notamment dans ses derniers films, est complètement foutu en l'air. C'est-à-dire que le monstre, c'est celui qui prône une forme de moralité, qui va tenter d'avoir justement du poids sur une valeur morale, ou qui va être juste du bon goût. Et c'est ces personnes-là qui vont être montrées comme monstrueuses. Et je le mettrai pas non plus dans le même sac que Tim Burton, parce que justement il vient de cet univers vraiment trashouille, underground de John Waters, ce à quoi n'appartenait absolument pas évidemment Tim Burton. Donc oui, Tim Burton a ses gros budgets. Le fait que tout simplement John Waters lui soit signé par un studio, New Line, Warner ou n'importe quoi, en fait, déjà en fait c'est une incursion d'un univers vraiment dégueulasse, puisque pour revenir quand même sur Pink Flamingos, on voit un pétoman faire une danse avec son anus, on voit Divine manger un caca de chien, ou on voit son fils faire l'amour avec des poulets. Enfin, c'est des choses comme ça, quoi. Et là d'un coup, enfin c'est complètement impensable. Moi je sais que ça m'avait marqué quand même étant jeune, et comme tu le disais, je pense que c'est des films à voir adolescents. C'est de cette forme de transgression, cette forme d'absolutisme, ça a à voir adolescent énormément. Mais voilà, le fait que John Waters d'un coup puisse signer et puisse être vu en fait sur des vrais écrans de cinéma à un moment, il y a là une forme justement
Oui, on peut être un petit peu dans ce truc de contrebandier, de faire venir des acteurs comme Johnny Depp ou d'autres, parce qu'il a fait signer beaucoup d'acteurs connus entre guillemets pour ses différents films, qui attiraient un certain public. Je pense qu'il y a quelque chose de contrebandier là-dedans. Et pour revenir à ce que tu disais sur Serial Mother aussi, ou les autres d'ailleurs, moi Serial Mother c'est un film que j'aime beaucoup, et justement ça avait marqué, c'est quand il était sorti, donc c'était au courant des années 90. C'était présenté en France en tout cas comme un film très grand public, voire familial, et justement moi je pense que c'est le genre de film qu'on voyait en famille, Serial Mother en fait, et c'est vrai qu'il n'y avait rien de trop cracra là-dedans, hein. C'est un film que je trouve assez réjouissant moi, même à ce niveau là, c'est un truc un peu léger, familial, qui va pas chercher à choquer pour choquer, en tout cas pas forcément, contrairement à d'autres films de Waters, et qui pouvait amener justement un certain public à aller voir des précédents films de Waters. Et là tu tombes sur quoi? Tu tombes justement sur Female Trouble, tu tombes sur Pink Flamingos ou des objets du genre, et là pour le coup t'en prends plein la gueule. Est-ce que là-dedans il n'y a pas quelque chose justement du travail de contrebandier, de t'amener à voir des choses que t'aurais pas foutu les pieds dedans, quoi? Tu peux répondre aussi, Jules Topoc. Moi, je vais y aller peut-être aussi de mon bon mot d'équivalence de contrebandier, et là, c'est peut-être davantage avec la lecture du livre qui met ça en avant, mais d'idée de punk auto-entrepreneur, d'avoir démarré sur un fonds de commerce qui lui était propre et sur lequel il défendait bec et ongle, et voilà, le côté freaks et le côté underground de Baltimore, et d'avoir créé sa filmographie là-dessus, et de s'y tenir pendant presque 2 décennies, et de voir que finalement il était assis sur peut-être non pas un business, mais l'orientation de contrebandier vers un système hollywoodien qui lui permettait d'avoir une place un peu à part avec les studios, mais justement tout en gardant cette ligne de conduite assez subversive qu'il a tenue peut-être bec et ongle, mais un peu comme un personnage enfermé dans son personnage, et de se dire que certes il a tous les codes de l'underground et de la subversion, mais il ne peut plus faire autre chose, et donc peut-être de s'auto-citer, et c'est pour ça qu'aussi dans sa ligne de casting, de garder et à la fois une petite bande de Dreamland comme il appelle dans son livre, et de faire appel à des acteurs qui sont davantage dans le moule et qui pourraient aussi le mettre en avant. Donc il a cet avantage d'avoir cet équilibre et cette plan de carrière où normalement le No Future avait vraiment sa place, et que finalement il est assis sur une petite mine, et c'est un entrepreneur qui quand même, au-delà du côté subversif, a quand même un truc très très capitaliste dans sa démarche. Et ça c'est un truc qu'il dit très bien dans son livre, hein, c'est que lui il avait aucune envie de rester dans ce moule underground, et que très tôt lui il avait envie de faire carrière en fait dans le cinéma, dans les studios. Il avait, à la manière de beaucoup de cinéastes des années 70 américains en fait, c'est-à-dire que vraiment lui il a pas envie de détruire le système ou quoi que ce soit, il a envie de travailler avec les studios, de se faire de l'argent, d'en faire de pouvoir vivre et bien de ça, en sachant que tous ces films qu'il a fait avec les studios dans les années 80-90 ont tous été des fours, hein, grosso modo. Lui il a gagné de l'argent quand même avec ça, même si les studios en ont perdu, mais pas lui, et il est parvenu malgré tout, malgré le fait que ces films étaient des échecs commerciaux, à continuer à en faire pas tant que ça, hein, finalement quand on regarde ce qu'il a fait avec les studios dans les années 80-90, c'est pas énorme, hein. Puis du coup il a arrêté, d'ailleurs c'est début 2000, fin 90 qu'il a fait son dernier Dirty Shame je crois. Mais et voilà, il a été un gros échec encore, donc voilà, il a décidé d'arrêter, puis il est passé au one man show, il a écrit beaucoup, il a fait des disques, il continue le type de se faire de l'argent, et il s'en cache pas. C'est ça qui me plaît je pense dans le cinéma, j'y trouve pas de cynisme en fait, c'est-à-dire que il y a une forme d'honnêteté en fait malgré tout dans tous ces films, sans aucune naïveté, parce qu'il est extrêmement conscient. On entendait au générique un extrait déjà de Divine dans Pink Flamingos, donc début 70, il est déjà tout à fait conscient de ce qu'est sa patte entre guillemets, de ce qu'est son fonds de commerce, mais il le fait sans aucun cynisme. Ça déjà c'est pas évident je trouve, et il continuera jusqu'à la fin d'ailleurs. Et il y a un truc de touchant là-dedans, même si je suis pas du tout convaincu en effet par tous ces films-là, mais j'y trouve en fait une démarche, une attitude jusqu'au boutiste et touchante, parce que justement le cynisme en est absent. Et ça, en fait, ça me manque en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il refaisait un film, peut-être que justement il serait dans une autocitation pas bienvenue, ou justement c'est d'exploiter au maximum un filon pour se faire du pognon.
avec ces films qu'il a réussi à faire, j'ai pas l'impression que ça soit le cas en fait. Non, mais après, t'as pas tort dans le sens où je pense que c'est vrai que de dire qu'il y a un côté poseur chez lui, je pense que c'était vraiment pas le bon terme, parce qu'effectivement, si je prends les deux films que les plus récemment, enfin que j'ai vu le plus récemment, Serial Mother ou Cecil B. DeMontin, il y a clairement une façon chez lui de ne pas survendre aussi l'idée des personnages qui sont marqués comme subversifs, quoi. C'est-à-dire que si on compare avec quelqu'un comme Tim Burton, même si peut-être que la comparaison serait un petit peu grossière, mais je prends les personnages dans Serial Mother des adeptes de films d'horreur, dans n'importe quel autre film des années 90 ou particulièrement ceux de Tim Burton, ça aurait été des personnages mis en tant que personnages positifs, en fait, quelque part. Ça aurait été les freaks, un petit peu ceux qui vont s'opposer à une société normalisante de la Desperate Housewives, des personnages de banlieue et compagnie. Ça serait Winona Ryder chez Tim Burton, par exemple. De la même façon, Cecil B. DeMontin, les personnages de fous furieux du cinéma indépendant et compagnie, il devrait, dans n'importe quel... il aurait pu en faire des personnages assez positifs, fous, mais relativement positifs. Là, il a quand même un regard plutôt moqueur sur ces personnages-là. Donc il a aussi ce côté-là de renvoyer dos à dos. Il ne joue pas systématiquement cette carte-là de la société normale que moi je viendrais dynamiter par mon art et mon goût pour la subversion et par des personnages qui seraient mes avatars qui viendraient donc, mais ceci dit, je trouve qu'il y a une position que je trouve assez intenable dans ces films qui fait qu'il n'y en a aucun qui me conquiert. Un peu plus Serial Mom, mais c'est vrai que Cecil B. DeMontin, je trouve que c'est vraiment dommage parce que le sujet est en or. Ça pourrait vraiment être potentiellement, on se dit, il y a un film à faire là-dessus, sur ce gang de mecs complètement tarés de cinéma, puristes, basiniens, machin, qui embarque une grosse star américaine pour faire un film furieusement indépendant en tuant tout le monde. Tu dis, il y a un vrai sujet, il y a un truc, mais en même temps, c'est pas drôle du tout, alors que c'est quand même supposé être une comédie, tout tombe à plat. Alors que Serial Mom, effectivement, il y a ce truc d'entre-deux, on se dit, bah ouais, ce personnage de la pure normalité, elle est traversée par un démon, elle veut tuer tout le monde, et en même temps, on se dit, il y a quand même un regard un petit peu amoureux de John Waters sur la société dans son ensemble, et aussi ce côté de caricaturiste d'une certaine banlieue américaine, mais en même temps, chacun porte sa dualité à chaque fois. On n'est pas dans un rapport binaire que peut avoir Tim Burton des fois entre la normalité et les forces obscures, les freaks qui les habitent, qui remportent l'affection de Tim Burton dans sa première partie de carrière. Chez John Waters, ça peut être un peu plus compliqué que ça. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter un truc, Jules Topoc ? Sur cette notion de mauvais goût qu'on lui a surtout reproché, qui était une marque de fabrique, mais de mauvais goût qui était fait pour une fois, je pense, dans le bon sens du terme, sans que ça devienne kitsch. Mais tu vois, pour revenir sur la question du cynisme, et d'absence de cynisme en tout cas de sa part, et son honnêteté, c'est flagrant dès l'entrée en chapitre de son bouquin, où il se dit, mais qu'est-ce qui a merdé depuis le début de ma carrière, où j'étais porté au nu en me disant que j'étais le prince des dégueulasses, et que maintenant j'ai des rétrospectives, que je sois programmé dans les musées. Je suis édité chez Actes Sud, il le dit pas, mais là en France, tu vois, qu'il soit édité chez Actes Sud, il y a quelque chose de bizarre quand même. Et c'est vraiment son parti pris de début de bouquin, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans la subversion, et est-ce que c'est la raison pour laquelle il fait plus de films ou d'être resté enfermé dans ce genre-là, mais en tout cas voilà, et c'est pour revenir sur son honnêteté, elle est en filigrane sur toute sa carrière. Et juste un autre point aussi sur lequel moi je le trouve en tout cas fascinant et précurseur là-dessus, c'est sa science du casting et du choix d'acteurs, non pas de révéler un acteur ou d'être là juste au firmament ou opportuniste pour le mettre en avant. Et moi je pense beaucoup à la pertinence de caster Johnny Depp dans Cry Baby pile poil pour accompagner la rupture du personnage, ou la rupture de l'image que Johnny Depp dégageait avec 21 Jump Street, ça remonte à loin, et d'être exactement dans l'air du temps et dans ce que le personnage voulait aussi incarner. Mais ça se répète avec Debbie Harry qui est dans Polyester ou dans Hairspray, ça se répète avec peut-être même Tracy Lords, en tout cas dans Cry Baby. Avec Patty Hearst aussi, avec des gens qui sont pas forcément des acteurs aussi. Il y a un moment, en effet, je pense qu'il a un très bon choix du casting. Il en parle pas mal dans la première partie du livre, justement. La deuxième partie, elle revient plus sur des conseils de vie, sur des histoires de voyage, de musique, de plein de choses comme ça. Il y a que la première partie du bouquin qui revient vraiment sur le cinéma. Mais en effet, je suis d'accord avec toi sur cette pertinence de ces castings. Ouais, et ça fait pas opportunisme ou de clientélisme ou d'avoir un annuaire. Là, je sais pas pourquoi je pense
pense à ça, mais quand je vois des films de Kervern et Delépine où il y a j'ai un annuaire de copinage et en fait l'apparition tombe complètement à l'eau parce que le personnage n'est pas incarné et on voit Bully Lanners qui interprète quelqu'un, on voit Dupontel, on voit Paul Vord et on voit pas de personnage. Alors que là, toi, tu reconnais à peine Iggy Pop quand il débarque dans Cry Baby. Tu vous dis pas ah tiens Iggy Pop, non. Enfin, je sais que je l'ai regardé avec ma femme, elle a même pas reconnu Iggy Pop au départ quoi. C'était un personnage qui existe quoi. Je suis content que tu cites ça parce que c'est vrai que j'avais pensé à ça vachement en regardant les films de John Waters, c'est à Kervern Delpine et c'est vrai que j'ai à peu près un sentiment voisin en fait ou d'avoir deux cinéastes qu'on avait pas mal défendus à l'époque de leur premier film et depuis d'aller de déconvenu en déconvenu justement pour d'avoir en face des cinéastes qui essayent de reproduire une sorte de galaxie des acteurs ou de type de caractère acteur un petit peu désaxés qui viendraient s'opposer et c'est vrai que et c'est pareil, je trouve que chez Kervern et Delpine il y a une sorte de manque de savoir-faire en matière de comédie, je trouve, pure, qui fait que leurs films supposément qui devraient être drôles ne le sont jamais vraiment parce que tu as un côté débonnaire et justement qui pour eux doit être un côté punk qui fait que c'est contre-productif je trouve dans le film, que je trouve chez John Waters aussi, où il y a une énergie comique qui n'est portée par aucun savoir-faire de mise en scène comique aussi. Il y a un côté là-dedans où je me dis merde c'est dommage, il passe à côté d'un potentiel comique qui n'est pas là quoi. Pour tous ceux que ça intéresse, je conseille l'écoute aussi de l'une des dernières émissions de Mauvais Genre sur France Culture qui ont fait justement un entretien avec John Waters et qui reviennent justement avec lui sur la question de où peut être la contre-culture aujourd'hui, puisque lui il a été représentant un petit peu de ça quand même de façon radicale et voilà, je conseille vivement l'écoute de cette émission. On va passer si vous le voulez bien à autre chose puisqu'on a encore 2 gros morceaux à traiter dans cette émission. On va faire une courte pause juste avant, un petit montage, on écoutera un extrait justement de la bande originale de Pecker de John Waters avec Paul Evans à Pigolo-Kimi qui est un morceau merveilleux et je remercie John Waters de m'avoir fait découvrir ce morceau et puis on démarrera avec un extrait de Asphalt de Denis Amar dont on part juste après. Hey, pourquoi tu fais tout ce bruit? C'est pas une voiture, c'est une charrette. Ouais mais au moins elle est payée. Albert, les gosses. Quoi, les gosses? Pauline et moi, on n'a pas pris de radis. Quoi? Non, dis donc, tu charries, Raymond, t'as pas pris de radis, mais t'as bouffé tout le beurre. Tout le monde t'a vu. Il y a du vrai, là, il y a du vrai. Albert, les gosses font des bêtises, je te dis. Ah, et c'est moi qui vous invite. Allez. Et disait tout de suite, faites le plein. Mon père m'a fait conduire l'autre jour. C'est pas difficile. Bien, alors, c'est donc monsieur Rosier, comment? Bernard Rosier, et vous... Je ne ris pas, monsieur. Je ris. Et à quel endroit? Bien, eh bien, alors vous êtes prêts? Je vais vous poser les questions. Aujourd'hui, première question. I can laugh when things ain't funny. Happy-go-lucky me. Yeah, I can smile when I ain't got no money. Happy-go-lucky me. It may sound silly, but I don't care. I got the moonlight, I got the sun, I've got the stars above. Me and my filly, well, we both share a happy, happy-go-lucky love. Well, life is sweet, whoa, sweet as honey. Happy-go-lucky me. It may sound silly, but I don't care.
I got the moonlight, I got the sun, I've got the stars above. Me and my Philly, well, we both share a slappy go happy, happy go lucky love. Well, life is sweet, whoa, yeah, sweet as honey. Happy go lucky me. Happy go lucky me. Oh, Shelly, me lâche pas. Sans toi, mon travail ne vaut rien. Roret te conseillera. Mais c'est toi que j'aime. Toutes ces conneries d'artistes, j'y comprends rien. Tu pourrais si seulement tu ouvrais les yeux. Pecker, je travaille dans une laverie. L'art se trouve partout. Ouais, dans mes kilomètres de sacs de linge sale. Mais ouais, c'est ça, il suffit de le voir. Quoi? Le vert éclatant d'une tache d'herbe? Ouais, c'est de l'art. Le jaune délicat d'une tache d'urine sur les draps? Ouais, tu es sur la bonne voie. Tous les jours, tu le vois autour de toi. Le bleu perçant de l'eau froide qui dilue le rouge violent d'une tache de sang? Ça y est, tu y es. Tu sais, sois spontané pour une fois dans ta vie. Oh, j'ai peur, Pecker. Tu veux dire que l'ocre brun d'une tache de rouille tenace peut être beau? Oui, oui, laisse ton esprit vagabonder, tu seras toujours libre. Maintenant, ça y est, je crois que j'y suis. Ah, l'art, Shelly, l'art. Pecker, mets une capote. D'accord. C'est donc à l'instant un extrait de Pecker de John Waters, ce morceau de Paul Evans, et puis juste avant un extrait un peu particulier quand même de Asphalt de Denis Hamar, qui sort donc en DVD Blu-ray dans la collection Make My Day de Monsieur Torret, qui était pour moi, je vais laisser Antonin en parler bien évidemment, il est là pour ça, hein, mais une découverte. J'avais jamais entendu parler de cet objet. En fait, je connaissais d'autres réalisations de Denis Hamar, puisqu'il est responsable du biopic sur l'abbé Pierre notamment. Il a aussi réalisé notamment beaucoup qu'on a tous vu en troisième. Il a réalisé beaucoup pour la télévision française, notamment pour TF1, des épisodes du commissaire Moulin, de Navarro, des Bœufs Carottes, je crois. La crime-mocherie. Voilà. Il a un sacré CV, un sacré casier, je dirais, même pour la télévision. Et donc, j'étais d'autant plus surpris de voir la qualité en fait de ce premier long métrage que je trouve visuellement assez impressionnant en fait, un casting de fou, hein. Enfin au-delà de Caron Laure, de voir Jean-Yann et Marielle dans ce film, ils sont parfaits. Etienne Chico qui est super aussi, même si on le voit assez peu, je trouve. Je vais te laisser même nous dire de quoi que ça cause cet objet qui, comme le dit Torret dans sa présentation, pourrait rentrer dans une espèce de catégorie de films qui ne rentrent pas dans des genres qui apparaissent un petit peu à cette époque-là dans le cinéma français. Fin 70, début 80. Voilà, c'est ça, où il y a une espèce de trouble, et on a une série de films comme ça, dont sans doute certains restent encore à découvrir, hein, qui ne rentrent pas dans un genre particulier, et qui vont aller à la croisée de plein d'univers, de plein de tons différents. Ouais, aussi, lui date ça dans sa présentation à la fin des années 70, début 80, et c'est vrai que bon, on a consacré il n'y a pas si longtemps que ça une émission à La Traque de Serge Leroy, bon, qui date de 75 ou 73, je sais plus, mais qui ne correspond pas à cette période-là, mais qui en tout cas, Serge Leroy, pareil, un cinéaste qui a fait un film aussi un peu bizarre qui correspond à la même année, qui est Attention les enfants regardent, avec Alain Delon, qui est aussi un film dont on se demande, qui est vraiment une vraie curiosité du cinéma français, dont on se demande comment ça a pu être produit par Delon lui-même et comment ça a pu sortir dans le cinéma français. Un film pas totalement réussi, et comme beaucoup de ces films de ces années-là, mais effectivement ça reste un territoire fascinant à explorer, parce que moi, comme toi, Asphalt, j'avais absolument jamais entendu parler de ça. Beaucoup de ces curiosités, et notamment Attention les enfants regardent, quand on les regarde au final sur le papier, c'est vraiment on a envie d'acheter directement, mais quand on regarde le résultat, c'est vraiment pas très réussi. En général, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont vraiment pas terribles. Mais c'est vrai que sur cette période-là, on a, fin 70-80, des films comme Maléville, comme L'Imprécateur de Bertolucci, pareil, qu'on espère pouvoir voir dans une bonne copie à un moment, qui traîne sur internet dans des rips de VHS pourris. On a des films de Jesua, on a Les Chiens qui est absolument formidable, on a le Prix du danger aussi de Boisset, qui est plus connu, mais on a que des films comme ça qui sont un peu à la croisée des genres. Bon, même si Le Prix du danger, on est quand même dans un film de SF, mais dans un film de SF français, donc vraiment c'est de la SF low-fi. Mais je rapprocherais ça plutôt de Les Chiens de Jesua, qui est un film fantastique sans l'être en fait. Et effectivement, on est dans une sorte de croisée des chemins. On n'est pas
tout à fait dans le genre. On n'est pas tout à fait dans quelque chose de très ni du registre du fantastique, ni du registre du policier, ni du registre un peu du film naturaliste. Et Asphalt, là, pour raconter un peu de quoi ça parle, qui effectivement, lui, est un film qui, a priori, n'est pas du tout du côté fantastique, mais au final, on peut quand même penser qu'il y a une tonalité fantastique. Qu'est-ce que ça raconte? C'est une sorte de récit, j'ai envie de dire choral, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a plusieurs micro-situations de fil narratif. Il y a un fil narratif qui est tissé de long en long, c'est celui du personnage de Carol Lore qui part entre la fin juillet et début août sur les autoroutes blindées pour aller rejoindre son amant. Et autour d'elle, il y a plusieurs autres fils narratifs, notamment quelqu'un qui vient, qui a un accident de la route et lui décide de continuer sa route. Il abandonne sa femme morte. Tout se passe sur le week-end du départ en vacances des Haussiens, grosso modo. Et il y a cette sorte de voix de la télé qui veut dire que voilà, il y a beaucoup de morts. On a une autre situation d'un chirurgien qui lui vient accueillir les corps de tous les accidentés de la route. Étienne Chicot qui tient une casse qui lui accueille les différents cadavres de bagnoles dans sa casse. On va avoir le personnage de Marielle qui est lui un pauvre père de famille un peu beauf qui part lui aussi dans le sud de la France et dont on devine qu'il va avoir un accident assez vite. Donc un récit choral qui peut faire penser, moi qui m'a fait vachement penser dans sa façon de faire à Shortcuts de Robert Altman et plus particulièrement donc du coup à Raymond Carver, l'auteur de nouvelles qui a inspiré le Shortcuts de Altman, parce qu'il y a une façon de manier le récit choral de ce qu'on a fait Altman qui est où les personnages se rejoignent pas forcément en fait. On va avoir des sortes de micro-situations qui dérivent vraiment du côté nouvelle de Raymond Carver, de ce que j'ai pu lire de Raymond Carver. On a vraiment des situations qui sont des fois pas vraiment menées à terme, qui sont des situations qui vont développer une sorte d'ambiance, créer un personnage, le brosser assez vite, laisser une bonne part de mystère, et là on est vraiment là-dedans. Altman, dans l'adaptation qu'il avait pu faire dans Shortcuts, il y a effectivement des personnages qui vont se recouper, qui vont se rejoindre, mais on reste quand même dans quelque chose d'assez kaléidoscopique, qui vont donner une sorte de vision d'une ville dans son ensemble. Qui sont reliés par un cœur à un moment dans le film, en fait. C'est ça où le cinéma fait quelque chose, c'est qu'il y a un cœur au film et les personnages sont reliés par ce cœur. Là, par exemple, ça serait justement cette route peut-être qui relierait les personnages. C'est ce qui va vraiment guider tout le film, c'est que c'est un film qui va prendre, de toute façon, qui va prendre en centre ces trajets en automobile, cette autoroute, et qui, plastiquement, tu l'as dit, est vraiment somptueux. Et là, il faut vraiment saluer tu te demandes comment ils ont trouvé les sous pour en fait restaurer ce film-là qui est complètement inconnu, mais clairement la copie, elle est superbe, c'est vraiment très très beau. Et effectivement, c'est un film qui est très ancré années 80 dans le sens où il y a un côté très clinquant années 80, dans le sens où on est dans un rapport très fétichiste aux choses, aux installations routières, à l'architecture hyper moderne, aux objets, à la voiture. Il y a un côté des accidents de voiture qui sont chorégraphiés par Rémi Julien, qui sont filmés en ralenti. On pourrait presque croire qu'on est dans une esthétique un peu années 80, presque publicitaire, parce qu'on est vraiment là-dedans. Et a priori, Denis Amar vient de la publicité, mais il y a un côté très fétichiste par rapport à tout ça, qui crée une sorte de beauté qui pourrait être complètement superficielle, qui vient vraiment des années 80, mais qui en même temps va être toujours contrebalancé par un côté hyper mortuaire, parce qu'effectivement tout ce rapport fétichiste presque érotique aux différents signes de la modernité architecturaux et mécaniques sont contrebalancés par cette conscience que le film va installer très vite, que c'est un vrai ballet de mort qui est en train de se faire, qu'il y a des accidents à n'en plus finir, qu'il y a un rapport complètement aussi, cette esthétique publicitaire va vraiment rentrer en lien au fait que tous ces gens-là paraissent complètement vide et où on se retrouve dans une sorte de poétique où on n'a que des gens dont au bout d'un moment c'est vraiment le vide qui va prédominer. Ils prennent la route parce que seul le mouvement compte, on a l'impression. Il y a tout ce rapport de détournement du trajet qui est assez fort, qui fait penser aussi à Crash de Cronenberg, un film que je n'aime pas énormément mais qui pareil affecte de réfléchir vachement à ce côté-là de l'hypermodernité, ou de considérer la route, le flux autoroutier, le flux des trajets en voiture comme la vie même, comme une sorte de moment où on se vide de toute humanité pour finalement se noyer dans une sorte de masse de flux. Et puis avancer surtout, parce qu'il est toujours question justement d'avancer. Toujours avancer, et on a vraiment... ménage des pauses, il y a quelques pauses, évidemment les aires d'autoroute, une chambre d'hôtel, il va y avoir des pauses, mais il est toujours question d'avancer dans tous les cas et de reprendre la route justement. Tout va être dit
dirigé que là-dessus. C'est presque une sorte de détournement un peu poétique du principe du trajet, en fait, quoi. Parce qu'on a cette micro-histoire de ce père là qui a un accident et lui décide de continuer le trajet. Mais on va jamais très loin quand même. Et on va pas très loin, c'est une micro-situation, quoi. Et il continue le trajet. On va avoir le personnage de Jean-Pierre Mariel, bah lui, son fils va continuer le trajet, fatalement. Et on va avoir tous les bouts de trajet de l'hôpital et de la casse. Et Carole Laure, elle a fait un trajet qui, pareil, va devoir être entravé parce que, voilà, au bout d'un moment, elle perd sa voiture et elle va se retrouver dans cette sorte de zone de non-lieu qui est une station-service et un resto-route. Donc cet endroit où vont rester bloqués des gens. Alors les gens qui y travaillent et un mec elle un est dans peu les zarbi. limbes. Ouais, complètement. Elle est dans une sorte perdue dans les limbes parce qu'elle est privée de moyens d'autoroute, de moyens de transport. Et c'est hyper étonnant, je trouve, la poétique que dégage le film, parce que c'est un film qui est nourri de paradoxes. À la base, on pourrait croire que c'est un film qui devrait être basé un peu sur la vitesse et tout, mais il a un rythme très alangui et en même temps assez rapide, c'est-à-dire que dans le sens où il y a tellement de plus. Le film se recharge tout le temps. Enfin, il est jamais chiant. Il est toujours réinjecté. Le récit choral fait qu'on passe d'une histoire à une autre. On sait jamais où on va atterrir dans le film. Il est ponctué d'accidents au ralenti qui font quelque chose du cinéma justement spectaculaire aussi. Les cascades sont assez folles et puis tu dis mais il y a dû avoir des gros moyens pour pouvoir avoir ces routes tout simplement et ce nombre de voitures. Enfin, on est dans ça ressemblerait presque à une grosse production à un moment Pékin-Pienne parce que c'est les accidents au ralenti avec les corps éjectés qui font penser aussi à l'accident des choses de la vie par moment. Il y a des choses comme ça qui font que c'est impressionnant visuellement et puis une esthétique visuelle, enfin des éclairages travaillés aussi. En effet, il vient de la publicité, ça peut se ressentir par moment, mais c'est jamais forcé non plus. On n'est pas dans du Benex. Non, mais après on sent qu'on arrive dans ce cinéma-là. C'est ça qui est assez fascinant et c'est en ça qu'il y a un côté un petit peu d'entre-deux où on sent qu'on arrive dans les années 80. On sent que tu as un nouveau cinéma plus clinquant, plus visuel, que Benex et Besson, que Carax vont arriver là-dedans et vont faire un retour vers un cinéma beaucoup plus léché plastiquement, beaucoup plus du coup papier glacé. On sent qu'on est là-dedans, mais là on garde un pied dans quelque chose de beaucoup plus mortifère et qui va réfléchir en tout cas sur cette donnée de ces personnages qui sont complètement paumés dans cette société contemporaine où ils sont complètement vides et je sais qu'il y a une scène qui est superbe à la fin entre Jean-Yann et Carole Laure où c'est pareil, on va être toujours dans cette sorte de délire un peu poétique de la mauvaise destination où la lettre que la femme de Jean-Yann qu'adresse la femme de Jean-Yann à lui-même, à Jean-Yann, va être lue par Carole Laure et qui va la prendre pour elle-même et ça va être un moment hyper émouvant. C'est comme si cette sorte de lettre qui a un mauvais adressage, c'est comme le faire de l'autostop mais dans la voiture qui serait la vie de quelqu'un d'autre en fait. Et donc tu as tout ce rapport-là qui crée une sorte de vision un peu globale. Le film est comme un gigantesque écosystème qui représente vraiment un pays à un moment donné qui fait que le film, même si il est plutôt resserré sur un petit nombre de personnages et sur une dimension très intime, laisse entrevoir vraiment une société dans son ensemble, comme s'il filmait vraiment de façon extrêmement organique une société justement dans son organisme avec ses boyaux et tout quoi. C'est vraiment moi je trouvais le film hyper surprenant et très puissant. On va garder de la place pour parler aussi de Gandrieux. Je rappelle que le film est sorti chez Studio Canal et que en complément il y a une introduction de Toré et puis une interview réalisée par Toré aussi de Denis Amar qui dure 56 minutes, qui revient énormément justement sur la production, l'écriture, la conception même du film, le tournage qui s'est passé de façon très joyeuse visiblement. Il y a, dans sa présentation justement, je terminerai peut-être là-dessus, mais Toré revient sur 2-3 films qui peuvent venir en tête quand on parle de ces films de voiture à l'époque. En tout cas, il y a le Grand Embouteillage de Comencini. D'ailleurs, Denis Amar en était conscient avant, mais lui, il se défendait justement d'être plus inspiré par le cinéma américain que par le cinéma italien, à savoir d'être plutôt dans le comportemental et d'essayer de faire passer un minimum de choses par les dialogues, contrairement au cinéma italien. Donc Toré parle de celui-ci aussi, et puis du Week-end de Godard.
Et je suis tout à fait d'accord, le film serait peut-être un petit peu entre les deux, mais c'est vrai que moi j'aurais rajouté quand même dans ces films-là, il y en a beaucoup sans doute, hein, mais le film de Sautet, hein, Les choses de la vie, et c'est vrai que cet accident des choses de la vie, moi j'y ai pensé tout de suite quand j'ai vu justement les premiers accidents ralentis de Asphalt, et en fait ça m'avait pensé aussi à Destination Finale 2. Et mais non, mais tu vois, même par rapport à ce fétichisme, évidemment il y a Crash, et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as pu dire, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce côté... On sait jamais d'où le danger va venir non plus. On sait très bien en voyant Asphalt qu'il va y avoir un accident, que ça va mal se passer, y compris pour la séquence finale par exemple. On sait qu'il va y avoir un accident, mais on sait pas très bien d'où va venir véritablement le danger en fait, parce on reste ancré dans une espèce de quotidien. On reste attaché en fait à des petits objets, à des petites choses qui sont tout le temps à portée de main. Et il filme très très bien ce territoire et ces objets, je trouve, Amar, et comme il le dit dans l'interview, hein, c'est-à-dire que c'est un film qui était fait sur le moment, qui était pas improvisé loin de là, hein, mais qui était fait en tout cas via une forme d'instinct de on y va maintenant parce que on le fait comme ça, mais c'est pas particulièrement réfléchi. Il était assez jeune, une trentaine d'années quand il fait le film. Il n'y a pas de théorie bizarre derrière. Non, on fait le film comme ça vient un petit peu. Mais c'est fait avec soin et on ressent vraiment tout ça, ce moment-là justement. Et je trouve ça, j'ai été vraiment happé par le film. Et je pense qu'il y a un film aussi, enfin ce que n'est pas le film, parce que c'est aussi important de dire aussi ce que ne sont pas le film, et surtout dans le cas du cinéma français, c'est pas un film vachard ou cruel envers ses personnages aussi. Et je trouve que c'est assez important faire pour peur avec un personnage de Marielle, tu vois, qui est un peu beau. C'est vrai que ça pouvait faire peur. Souvent dans les films français, c'est souvent là où ça va bloquer à un moment, c'est que on sent qu'on a un auteur qui va juger tous ses personnages, qui va faire un portrait d'une France beauf et tout ça. Là, on sent que toute la dimension critique, elle est là, mais que tous les personnages vont avoir droit à leur scène où ils vont être émouvants en fait. Et c'est pas plaqué, c'est pas du sentimentalisme gratuit, c'est que c'est un vrai regard quoi de cinéaste qui fait que toute la beauté du truc. Asphalt donc chez Studio Canal dans la collection Make My Day. Il est temps pour terminer cette émission de laisser la parole à notre intérimaire Jules Topoc qui donc a reçu, et nous c'est pas le cas hein, parce que peut-être tu l'as commandé d'ailleurs, tu nous dire le coffret sorti chez Shellac de Philippe Gandrieux que moi je connaissais en tout cas pour Sombre et La Vie Nouvelle, dont on avait déjà dû mentionner l'existence en tout cas dans cette émission. Et donc là il y a deux autres films aussi si je dis pas de bêtises sur le coffret qui est minimaliste hein, quand même pour démarrer peut-être, à moins que tu aies prévu autre chose pour... Non, j'ai pas un programme rien prévu, t'as rien préparé. Moi, j'ai des micro-notes, mais oui, là, vraiment, le coffret est à l'image et du personnage, et de Gandrieux, et des films qui réalisent d'une âpreté et d'une sécheresse totale. Donc voilà, du carton et des disques DVD sans programme, sans menu, sans commentaires, sans quoi que ce soit. Ça lance directement les films sans esbrouf. Oui, parce que justement, juste avant l'émission, on regardait, toi t'es venu avec ton coffret. Moi j'avais l'ancien DVD d'une Vie Nouvelle qui qui était sorti je crois chez Studio Canal aussi justement à un moment, il y a très longtemps, au début du DVD, et il y avait un menu justement, et pas de bonus particulièrement, mais il y avait un menu, et la première chose qu'on te proposait pour une Vie Nouvelle, c'était de régler ton téléviseur. Et moi ça m'avait marqué à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est un film qui visuellement est très particulier, qui peut être très sombre aussi, et là on te proposait du coup avant de lancer le film de régler ton téléviseur pour bien voir le film. Là, on a essayé après le DVD de La Vie Nouvelle sorti chez Shellac. Non, il n'y a aucun menu, c'est juste tu lances le film, quoi. Et tu lances le film, et c'est ça qui te propulse dans cette filmographie qui est vraiment, pour moi, en tout cas depuis 98, ça commence à remonter, une vraie déflagration. Et ce qui garde comme ligne sur vraiment ce coffret, alors je vous dis que c'est pas facile à se taper 4 films de Gandrieux en 4 soirs, c'est pas forcément l'idée de la bonne semaine que je me conçois, mais c'est vraiment l'intensité immédiate, frappante qui te prend dès les premières séquences. Et ce qui est, je trouve, unique dans ce parcours de film, c'est que ça c'est pas uniquement un coup d'essai sur te prendre à la gorge pendant un quart d'heure pour te saisir comme spectateur, mais c'est te prendre à la gorge et te saisir, et sur le long cours, et pour chaque film qui dure soit 1h30 jusqu'au dernier Malgré la nuit 2h30, de ne jamais lâcher cette forme d'intensité qui t'impose. Et donc ça te met, au moins en tout cas pour moi, ça me met en état de spectateur quasiment sur la défensive, ou d'être sur mes gardes avec sa façon de filmer et ses cadres hyper serrés, et c'est lui qui cadre en permanence, de t'imposer cette vision et de te
proposer, te lancer, enfin te proposer, te jeter à la gueule sa façon formelle très unique de te lancer dans son univers et de jamais te lâcher. Et donc ça te met en permanence sur la brèche et tu regardes ça en étant presque à la fin épuisé d'avoir subi ce truc-là. Et c'est l'effet un peu manège où de se dire pourquoi on regarde un film d'horreur pour avoir peur alors que c'est pas un sentiment qu'on aime recréer, pourquoi on regarde un film dramatique pour chialer tous les larmes de son corps, alors que là, avec Grandrieux, et je pense que c'est un des rares cinéastes qui m'accompagne, qui ne me fait ni chialer ni avoir peur, mais qui me donne une autre sensation désagréable, mais qu'on recherche quand même à l'occasion pour se replonger dans Sombre, se replonger dans La Vie Nouvelle. Et là, les deux derniers, c'est Un lac et Malgré la nuit. Et les histoires sont toujours aussi minimalistes aussi dans les deux derniers. Ouais, c'est hyper compliqué de raconter un film de Grandrieux pour la simple et bonne raison que quelquefois ça raconte pas grand chose, mais j'ai réussi en tout cas à peut-être trouver un fil sur les 4 histoires qu'il raconte. C'est à chaque fois des personnages qui se rencontrent et qui quasiment s'entrechoquent et qui arrivent à se remettre en cause et qui se troublent l'un l'autre. Et donc il y a à chaque fois une emprise, soit une emprise masculine très forte vis-à-vis de personnages féminins par rapport à leur corps, mais à chaque fois il y a toujours cette idée de personnage qui s'introduit dans un univers qui est déjà bien en place et qui va complètement bousculer et perturber leur fonctionnement, donc sans qu'ils se racontent quoi que ce soit, mais uniquement par leur présence. Et donc il y a une permanence sur les 4 films sur le toucher et le contact, et tu as presque l'impression que c'est un cinéaste qui pourrait être un cinéaste qui filme des gens qui sont aveugles et qu'il filme davantage des gens qui essaient de se trouver, se voir et se comprendre en se touchant. Donc il y a une proximité permanente sur les 4 films et sur les personnages qui se touchent. Et justement, pour revenir à ce fil de tension où tu as l'impression en permanence, et cette ambivalence qui parcourt sa filmographie, une ambivalence de caresse et qui pourrait se transformer en coup à tout moment, de coups ou d'étranglement. Et donc c'est cette menace qui te fait tenir et qui est hyper forte. Tu es en train de te faire choper par le bonhomme, et vraiment le truc est hyper dingue. Donc tu vas sur le fait qu'il y a à chaque fois cette ambivalence où la caresse peut se transformer en coup ou en étranglement. Et comme il filme en cadrage hyper serré, tu es à chaque fois en train de te dire il va lui, enfin surtout c'est il va la tuer alors qu'il est en train de filmer une séquence d'amour exceptionnelle. Mais tu as toujours cette ligne menaçante qui t'impose et qui s'impose à toi, quoi. Parce que moi j'ai un souvenir d'angoisse, que ça soit, j'ai un souvenir fort de l'intro par exemple de Sombre, où justement il y avait quelque chose, tu me diras, mais avec ce rapport à, on a l'impression d'être dans un monde d'aveugles justement, enfin, et puis assourdissant. C'est vrai que il faut mettre le volume assez élevé, je pense, aussi pour regarder les films de Grandrieux. Et La Vie Nouvelle, pareil, on a moi j'ai le souvenir d'un sentiment d'angoisse en fait, de me faire presque d'être sur le point d'être kidnappé presque en fait constamment. Bah, tu te fais kidnapper, mais t'as presque envie qu'il te kidnappe pour te. C'est peut-être cette science du cinéma et sa façon de filmer les choses, de filmer les corps et d'être en permanence en train de mener le jeu, en train de mener sa mise en scène, et à chaque fois tu t'es contrebalancé entre pourquoi je regarde ça, parce qu'il y a quand même des séquences, et de plus en plus avec vraiment des séquences presque de séquences d'amour, viol, et donc ça a toujours cette dualité qui te balance, et avec d'autant plus avec son dernier Malgré la nuit là, que j'ai découvert hier soir, donc je suis encore un peu peut-être pas en force d'analyse ou de traitement. Parce que j'allais demander c'était quoi l'évolution aussi justement de son cinéma, parce que moi j'ai pas rien vu depuis La Vie Nouvelle, ça commence à dater du coup, et c'est vrai que moi je me demandais à quoi ça ressemblait aujourd'hui. C'est exactement la même ligne esthétique et la même ligne de tension. Donc à chaque fois c'est compliqué d'expliquer à chaque fois ce qui se passe entre les rencontres et l'intensité et l'emprise que chaque personnage ont les uns des autres, mais même avec le Malgré la nuit, la découverte, c'est toujours cette tension de personnage et la même ligne de conduite depuis Sombre sur le fait de filmer des corps
de très près, avec une caméra qui peut être tremblante, et d'aller cadrer des choses qui sont à l'encontre des écoles de cinéma, j'ai bien l'impression, et d'avoir toujours cette, et je reviens encore sur une dualité et des personnages, mais aussi dans sa façon de filmer les corps, en disant que il a une extrême attention à filmer les petits gestes avec uniquement la peau et le côté charnel, et une balance des noirs hyper forte où on ne voit que les visages et que les corps, et les vêtements sont complètement annulés, et forcément encore plus ce qu'il peut y avoir en arrière-plan, et d'avoir une transition extrême en filmant une nature très ouverte, des ciels, des arbres qui sont en mouvement, et donc d'avoir encore ce malaise qui se crée entre l'extrême chair et l'extrême vide qui les entoure. Et moi je connais absolument pas le cinéma de Grandrieux, et ça aura un lien avec avec quoi on a débuté cette chronique, parce que moi j'ai jamais voulu voir ça en DVD. En fait, je me suis toujours dit, parce que j'ai bossé dans un cinéma où les gens sortaient de ces films là et je les voyais complètement subjugués par le truc, je ratais les séances, donc j'ai jamais vu, et je me suis dit mais moi de toute façon ce film là jamais je le regarderai sur petit écran, je le regarderai sur grand écran. Je suis d'ailleurs plutôt déçu qu'il sorte qu'en DVD, parce que encore vu la façon dont tu les décris, je me dis mais en DVD, vu les noirs qu'il y a dans les DVD, ça va être chaud de regarder ça. Il faudrait au moins avoir une qualité d'encodage un peu plus élevée pour avoir des noirs un peu plus profonds et compagnie. Et j'avais lu que dans le dernier film de Gandrieux, et il avait travaillé au scénario avec Rebecca Zlotowski, c'est ça? Alors il y a trois scénaristes, enfin 2 scénaristes plus Gandrieux, et pareil, j'étais le premier étonné en voyant le générique. Et alors les génériques chez Grandrieux, c'est toujours très court, hein. T'as l'impression qu'ils sont 5 sur le tournage, le truc empirique, caméra, son, et la plupart du temps en plus il est même chef opérateur sur un lac. Mais ouais, Zlotowski a participé au scénario, mais je suis pas allé fouiller, et c'est assez compliqué. Il est assez on va dire, pour le contraire, il n'est pas généreux de l'interview et de la révélation. et quand on l'écoute, il a dû avoir une interview il y a peu de temps sur une émission sur France Culture. Il parle comme ses films, quoi. Donc tu as l'impression d'être aussi toi en train de te faire gronder quand tu l'écoutes. Donc il est assez impressionnant de part et d'autre de sa filmographie, quoi. Donc je vais pas aller lui passer un coup de fil tout de suite. Et ça donne envie, hein. Non mais j'espère en tout cas qu'un éditeur et surtout un distributeur, ça réintéressera à la filmographie de Gandrieux pour qu'on puisse les revoir en salle, parce que ça me paraît être des films hyper nécessaires à revoir en salle. Bah ouais, moi j'ai jamais eu la chance, pareil, de voir un Gandrieux en salle, mais surtout là le son sur un lac est presque une chose à écouter à part entière, sans image, avec des respirations et des bûcherons qui coupent des bois, et où tu as l'impression qu'il est dans ton salon. Donc il y a un travail, surtout le un lac est vraiment particulièrement impressionnant sur la maîtrise du son et des gens qui respirent très fort. Donc c'est pas l'opposé du film de dimanche soir, mais c'est des films qui sont sensoriels, et c'est souvent ça sur une thématique sur laquelle on peut rapprocher, ou de se dire voilà, le cinéma de Gandrieux, c'est un cinéma sensoriel qui va te faire sentir les choses au fond du corps. Et ben là c'est quand même effectivement le cas. Mais moi j'ai juste une petite inquiétude. J'ai pas revu les films de Gandrieux depuis longtemps. J'ai peur et j'ai à la fois pas très envie de les revoir, parce que Sombre et La Vie Nouvelle, voilà, c'était un peu des expériences, mais pas des expériences que tu as envie de renouveler, justement. J'ai peur de les revoir aussi parce que j'ai peur d'être face un petit peu à un cinéma limite de plasticien, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément grand chose à... Je me fais l'avocat du diable, hein, pas forcément grand chose à raconter. Je doute pas du tout que t'aies des émotions ou des sensations plutôt d'ailleurs devant ces films. Je suis pas du tout convaincu de pouvoir ressentir ça, en fait. Comme disait Antonin, le fait de pas être en salle, de pas vivre. Enfin, l'idée c'est que j'ai peur, en fait. Je vais associer ça à un truc. Alors c'est un grand écart, mais à Gravity. Tu vois, d'être au cinéma, de vivre une expérience type voilà, la fête foraine, tout ça machin, ce que tu peux vivre face à un film comme Gravity. Est-ce que de vivre ce genre de sensation justement face à un film de Gandrieux, est-ce que ça serait pas similaire? C'est-à-dire qu'on se limite à des sensations qu'elles restent ou pas en toi en tant que spectateur, mais finalement qui te
Bah, c'est Tu vrai vois que ce que je t'as veux pas tort, dire ouais, je vois vraiment sur le côté de faire d'aller aux montagnes russes et de voir un film Marvel pour en prendre plein la tête, ou de voir un film en 3D pour avoir On la est à l'autre sensation. bout du spectre, spectre de la sensation. Mais Mais là, j'y crois davantage parce que c'est incarné d'une telle force, et il y a un voyage où tu quand même fais aussi toi la part des choses entre ce que les personnages au cœur du film se racontent, et pourquoi ils vont finalement autant se chercher à se rejoindre pour se faire du mal, et se faire mal l'un l'autre, et physiquement et moralement. Donc tu as quand même une incarnation et quelque chose auquel t'accrocher, parce que c'est ça surtout. Moi en fait, tu vois, j'ai le souvenir d'avoir regardé ces films là, mais avec un certain recul quand même, tu vois. Sombre et la vie nouvelle, d'être fasciné par ce que je voyais, de me dire tiens c'est dingue, et d'avoir en effet des sensations, mais en même temps j'avais pas quelque chose de l'ordre du narratif ou de l'émotionnel auquel me rattacher en fait en voyant les films. C'est peut-être pour ça que moi en tout cas qu'on pleure pas, que je pleure pas devant normalement une histoire d'amour, ou une histoire aussi forte qui nous propose, qui devrait dégager peut-être par le verbe autant d'émotions et d'empathie peut-être pour les uns les autres. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est peut-être c'est une question, enfin, c'est ce qui peut vraiment perturber, c'est de sortir d'un film de Grandrieux et de se dire à quoi ça m'a servi, à part être juste pendant 1h30 à serrer mon coussin très fort, ou d'avoir besoin d'un doudou très vite, quoi. Ça pourrait être un film de Gaspard Noé dont tu parles aussi, quoi. Parce que moi je l'ai côté, souvent oui, mis en fait dans le même ouais. dans la même génération entre guillemets, et puis dans le même forme de cinéma justement, qui va jouer sur des sensations, sur quelque chose de visuellement très très fort, et voilà, même si c'est des deux cinéastes très très différents bien évidemment, hein, mais voilà, j'aurais pu les mettre aussi dans... Avec Gaspard Noé, je pense qu'il y a un côté beaucoup plus démonstratif, d'avoir conscience de vouloir créer cette expérience de cinéma, alors que j'ai quand même plutôt pleinement confiance avec un cinéaste qui me paraît beaucoup plus adulte et honnête, et ancré dans sa proposition. Bon, je rappelle que du coup les 4 films, hein, parce que pour l'instant on est à 4 longs métrages de Grandrieux, sont sortis dans un coffret chez Shellac. Il va être temps de nous quitter. Antonin, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, par rapport au débat, je me dis ouais. Je vois pas en quoi ça serait mal qu'il y a un cinéma qui procure que des sensations, surtout des sensations. J'ai pas parlé de mal ou de bien. Je l'ai trouvé très bourgeois dans ta réflexion. Mais on peut clore l'émission là-dessus. Ça serait une fantastique émission d'anniversaire. Je t'emmerde. Est-ce qu'on est dans ta propriété, dans ton jardin, une maison que t'as achetée avec tes sous là, t'es arrivé et ça arrive, tu dégages une voie du cinéma comme ça là, d'un revers de manche, allez hop. Moi, je comptais parler de John Waters, tu vois. C'est très bien, était dans un décor qui correspondait à tout ça. John Waters, on peut retrouver son bouquin chez Actes Sud, hein, c'est pas n'importe qui quand même. Et puis je répète que Asphalt de Denis Amar est sorti chez Studio Canal dans la collection Make My Day. Il est temps de nous quitter. Merci Antonin malgré tout d'être venu à cette émission en tant que prolétaire. Mais je suis ravi que tu aies fait le déplacement dans un quartier un petit peu plus huppé de la ville de Rennes. On reste de gauche, on vire à droite. Hein, merci Jules Topoc qui est entre deux. Voilà, c'est un CDI quand même, c'est très bien. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez réécouter cette émission bien évidemment sur le site de Canal B, hein, et puis retrouver le lien sur les différents réseaux sociaux qu'Antonin utilise. Merci encore une fois. On se quitte avec un dernier extrait de Asphalt. À bientôt Jules Topoc, à bientôt Antonin. Jules Topoc fait salut de la main puisqu'on n'a que 2 micros. C'est pas tout à fait très Covid tout ça, mais on se quitte donc avec un dernier extrait de Asphalt. À très bientôt, ciao. Des bisous. Bon, bah, il n'y a rien de cassé à ce que je vois. Ça aurait pu être pire. Mais Robert est très fâché, hein. Robert, c'est mon chien. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous demande des dommages ou on essaie d'arranger les choses gentiment? Donc, vous avez failli me tuer? Ah oui, ça c'est vrai. Il y aurait eu qui pour vous regretter? Ah, tout de suite des insultes. Pourtant, vous êtes à peu près intact, il me semble, non? Hein? Je voudrais mourir. Oui, ben ça, c'est trop tard.